Bonjour à tous. Mon nom est Sophie Coutu-de-Gaude et je suis accompagnée de mon collègue Maël Bureau-Blouin. Nous sommes tous les deux étudiants à la maîtrise en urbanisme à l'Université McGill. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la proposition de contre-planification pour le réaménagement du site de l'hippodrome Blue Bonnets à Côte-des-Neiges, sur laquelle tous les étudiants de la maîtrise ont travaillé à l'hiver 2022. Une version en anglais de cette présentation a été réalisée le 7 avril dernier devant un auditoire virtuel. Vous pouvez consulter la présentation en anglais ainsi que le rapport final en français et en anglais sur notre site Web affiché à l'écran. Le mandat de ce projet était de créer un plan communautaire pour le site de l'hippodrome afin de répondre aux besoins locaux et régionaux en logement abordable, mais aussi d'inspirer d'autres projets de logement démarchandisés à travers la province et le pays. Notre plan répond aux besoins urgents de logements abordables dans le quartier et ailleurs et suggère des possibilités d'aménagement communautaire innovants, démocratiques, écologiques et socialement responsables. Notre plan a été produit par une équipe de 40 étudiants de maîtrise de l'École d'urbanisme de l'Université McGill dans le cadre d'un projet d'atelier. Notre projet est l'aboutissement d'un travail mené par 8 équipes divisées ainsi: demande de la communauté, politique publique, finances, gouvernance, transport et circulation, aménagement urbain, infrastructures sociales et écologie et espaces publics. Les données utilisées ont été recueillies, entre autres, à travers des recherches indépendantes, du mentorat professionnel et académique et la consultation de données de recensement et de documents de consultation publique. Dans le cadre de ce projet, aucune consultation n'a été menée par les étudiants. De nombreuses valeurs et idées du plan sont tirées de documents de participation publique, mais des contraintes liées à l'éthique et à la portée du projet ont limité notre capacité à impliquer la communauté, en particulier concernant les droits et revendications des Premières Nations. Nous sommes aujourd'hui réunis pour présenter un projet qui traite des terres publiques et de la planification dans un cadre colonial. Il est important de reconnaître que le territoire sur lequel repose l'Université McGill est utilisé depuis longtemps par les nations Haudenosaunee et Anishinaabe. Nous tenons également à reconnaître le terrain sur lequel se trouve le site de l'hippodrome, qui se trouve sur le territoire Ganawagé de la nation Kanien'kehá:ka. Les terres publiques sont contestées et représentent une opportunité non seulement pour construire des logements démarchandisés, mais aussi pour une planification décolonisée. Nous espérons que notre travail contribuera à la riche variété d'idées et de perspectives qui ont été inspirées par l'opportunité que représente le site de l'hippodrome. Je vais d'abord vous présenter rapidement les grandes lignes de la présentation d'aujourd'hui. Après avoir passé en revue le contexte du logement au Canada, au Québec et à Montréal, ainsi que les demandes de la communauté pour le site, nous présenterons notre proposition. Décrivant d'abord la vision et les lignes directrices derrière Habitat Hippodrome, nous examinerons ensuite les différents aspects de conception du plan. Ensuite, nous expliquerons la structure de gouvernance du site et passerons en revue la proposition financière avant de conclure. Mais avant de commencer, permettez-moi de vous présenter rapidement le site sur lequel nous avons travaillé au cours des 2 derniers mois. Le site de l'ancien hippodrome est une parcelle de 46 hectares dans l'ouest de Montréal qui se trouve à la jonction de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, Côte-Saint-Luc et Hempstead, en plus d'être stratégiquement situé entre d'importantes infrastructures de transport. Propriété publique depuis 1991, le site a été transféré en 2017 de la province à la ville de Montréal sous certaines conditions. L'une d'entre elles étant de concevoir un plan pour son développement d'ici 2023. Les plans actuels, informés par un processus de consultation à différents niveaux, prévoient de développer le site par le biais de développement immobilier privé. Cependant, compte tenu du fait que ce secteur a connu un certain nombre de nouveaux développements immobiliers privés ces dernières années et que Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce abrite une forte proportion de population à faible revenu, sans logement et immigrés, nous pensons que ce ne serait pas la meilleure utilisation de ce terrain public. En effet, cela ne répondrait pas aux besoins de logement d'une proportion croissante de résidents, tant au niveau local que régional. Cette situation, loin d'être un cas isolé, est révélatrice du contexte actuel du logement au Canada, au Québec et à Montréal, que nous vous présenterons ensuite. Mais avant de plonger dans le contexte, nous aimerions partager quelques définitions de termes clés concernant le logement, car l'absence de définition commune est l'une des principales lacunes des politiques de logement à travers le pays. Tout d'abord, le decommodified housing, ou logement démarchandisé en français. Il peut prendre de nombreuses formes, mais sa principale caractéristique est que les unités ne sont pas sur le marché immobilier, signifiant que leurs prix ne sont pas affectés par les dynamiques du marché. Le logement abordable peut également prendre de nombreuses formes, mais il est souvent lié au prix du marché. Cependant, comme nous l'avons défini dans notre travail comme des unités ne coûtant pas plus de 30 du revenu médian avant impôt de l'endroit où elles sont situées. Enfin, les logements sociaux sont des unités bénéficiant de subventions gouvernementales pour fournir un logement à la population à faible revenu.
Ces définitions sont importantes pour comprendre la variété des options de logement qui existent, mais aussi les différentes perceptions du logement. La Déclaration universelle des droits de l'homme reconnaît le logement comme un droit fondamental, étant essentiel à la sécurité, au bien-être et au bonheur des individus. Le Canada, en plus d'être signataire de cette déclaration, a également reconnu officiellement en 2019 le droit au logement en vertu de la loi canadienne. Cependant, lorsqu'on examine la situation à travers le pays, les gens ont actuellement du mal à trouver un logement adéquat à long terme et de nombreux experts ont fait valoir que le Canada continue de se trouver dans une crise du logement. Bien que nous reconnaissions qu'il existe des causes multiples et complexes qui contribuent à la crise du logement, nous aimerions souligner deux spécifiques que nous nous efforçons d'aborder dans notre proposition. Premièrement, le prix des logements ont constamment augmenté plus rapidement que les revenus, conduisant à des listes d'attente qui s'allongent pour les logements sociaux. Cette tendance a été exacerbée au cours des dernières années par la hausse de l'inflation, la pandémie de COVID-19 et le manque d'investissement public dans le logement social. Deuxièmement, la financiarisation du logement crée une disparité entre la valeur d'usage du logement en tant qu'espace d'abri, de sécurité et d'intimité et sa valeur d'échange sur le marché immobilier. Tout en offrant une sécurité financière et des économies à de nombreux Québécois, l'utilisation du logement en tant qu'opportunité d'investissement limite la capacité des ménages des classes moyennes et faibles à répondre à leurs besoins en matière de logement. Le contexte montréalais est cohérent avec la situation nationale. Les prix des logements et les loyers moyens ont augmenté au cours des dernières années. À Montréal, plus d'un tiers des ménages consacrent plus de 30 de leurs revenus au logement. Non seulement cette situation accentue la précarité des populations à faible revenu qui sont déjà vulnérables, mais aussi les Montréalais de la classe moyenne qui ont de plus en plus de mal à trouver un logement abordable. Mais qu'est-ce qui a mené à cette situation et quelles sont les politiques et les programmes actuels de soutien au logement au Québec, au Canada et à Montréal? Depuis la création de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, la SCHL, en 1946, le logement a été un élément important de la politique canadienne. En plus de favoriser l'accès à la propriété, elle a contribué à la construction et à l'exploitation de projets de logement public et communautaires. Cela a été soutenu par divers fonds provinciaux et d'agences d'habitation, comme la Société d'habitation du Québec. Cependant, les 30 dernières années ont été assez difficiles en ce qui concerne la production de logements sociaux et abordables, marquées par le retrait du financement fédéral dans les années 1990. Au Québec, cela a déclenché la création de programmes propres à la province pour construire et soutenir l'abordabilité des logements, les plus notables étant Accès Logis et le programme Supplément Loyer. Au cours des dernières années, des changements ont pu être observés. D'abord, avec l'adoption par la SCHL de sa stratégie nationale sur le logement en 2017. Bien qu'il s'agisse d'un engagement plus que nécessaire envers le logement, la plupart des programmes se concentrent sur les logements au prix du marché. De l'autre côté, au Québec, le gouvernement a réduit les fonds investis dans son principal programme Accès Logis. Bien qu'un nouveau programme ait été lancé en 2022, le programme Habitation abordable Québec, ses effets restent à être observés, surtout considérant ses exigences d'abordabilité plus souples et l'absence d'obligation de produire des logements sociaux. Mais qu'est-ce que cela signifie pour Montréal? D'abord, notons que Montréal a une tradition de forte mobilisation citoyenne au nom du logement locatif abordable. La mobilisation continue de la communauté et les partenariats locaux ont aidé Montréal à devenir un chef de file national dans la conception de solutions de logement créatives pour répondre aux besoins en matière d'abordabilité. Des initiatives au niveau municipal ont contribué à soutenir l'abordabilité du logement dans la ville, y compris des règlements de zonage d'inclusion, comme le règlement pour une métropole mixte, RMM, qui oblige les promoteurs à contribuer à l'abordabilité du logement, soit financièrement, soit en construisant des unités inférieures au prix du marché. Le règlement sur le droit de préemption est un autre outil utile permettant à la Ville d'avoir un droit de premier refus sur les propriétés identifiées à Montréal. Cependant, compte tenu des coûts importants du soutien à l'abordabilité du logement et de la capacité limitée de la Ville à augmenter ses revenus, le soutien fédéral et provincial est nécessaire pour créer un impact substantiel et durable. En résumé, le contexte du logement peut être défini par la financiarisation du logement, un soutien insuffisant à la diversification des logements, des politiques ne mettant pas l'accent sur l'abordabilité permanente et une dépendance croissante à l'égard du marché privé pour la production de logements. Notre proposition tente de répondre à ces facteurs en se basant sur notre recherche effectuée par rapport aux besoins de la communauté. Le réaménagement du site de l'ancien hippodrome est une occasion en or de répondre à des besoins régionaux et locaux urgents, mais il est important de tenir compte des futurs résidents du site et des secteurs environnants dans la conception de l'espace. Selon les documents de consultation publique, la communauté plaide pour que le site soit aménagé avec les caractéristiques suivantes: un grand nombre de logements sociaux,
une accessibilité et une connectivité élevée avec le secteur environnant, des infrastructures sociales robustes, ainsi que des infrastructures durables et des espaces verts esthétiques et agréables. Concernant la demande de logements sociaux, les groupes communautaires, à travers les différents processus de consultation publique menés par l'OCPM et la Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges, ont exprimé le besoin d'avoir des logements sur le site qui échappent à la spéculation immobilière. Au moins 2500 logements sociaux ont été demandés, ce qui permettrait d'offrir un logement à tous les gens sur la liste d'attente pour du logement social dans le quartier. Certains participants sont même allés plus loin, en proposant que 35 à 100 du site soit affecté au logement social. L'UTIL a également recommandé 800 unités abordables pour les étudiants. Ces demandes ont été accompagnées et informées par des préoccupations concernant d'autres développements récents dans le quartier qui n'ont pas assez de logements sociaux adéquats. Les résidents et les membres de la communauté sont également favorables à la diversité, tant en termes d'occupation et de typologie de logement que de démographie des futurs résidents. Bien que les résidents aient exprimé une préférence pour les immeubles plus petits, ils ont également exprimé des préoccupations concernant la petite taille de nombreux logements sociaux existants et ont souhaité donner la priorité aux unités plus grandes dans le processus de conception. En ce qui concerne l'amélioration des connexions, au cours du processus de consultation publique de l'OCPM, la circulation a été l'une des principales préoccupations des résidents, car l'augmentation du nombre d'unités résidentielles va accroître la congestion, entraînant une baisse de la qualité de vie. L'accès à la station de métro Namur a également été signalé comme problématique en raison des possibilités limitées de traverser le boulevard de Carrie. Pour les piétons et les cyclistes, ce phénomène contribue au sentiment d'être des citoyens de seconde classe. De plus, le quartier manque d'infrastructures cyclables sécuritaires et d'options de transport en commun fréquentes. La communauté espère donc que le réaménagement du site de l'hippodrome s'accompagnera d'une meilleure connectivité et d'une intermodalité accrue. Les infrastructures sociales englobent quant à elles le réseau d'espaces physiques et non physiques, de services et d'institutions qui créent des possibilités de connexion communautaire et un sentiment de sécurité. Historiquement, il y a eu un manque de soutien pour les projets d'infrastructures sociales dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce, qui a le financement par habitant et le budget de fonctionnement les plus bas de la ville. Dans un rayon d'1 kilomètre, les établissements d'enseignement et de santé sont soit privés, soit très spécialisés, tandis qu'il n'y a qu'une seule garderie et aucune résidence pour personnes âgées. La plupart des infrastructures sociales existantes de l'arrondissement, notamment les écoles, les centres communautaires et les bibliothèques, sont concentrées le long du chemin de la Côte-des-Neiges, à 3 km du site de l'hippodrome. Afin de limiter les impacts potentiels durables sur la population, en particulier sur les adolescents, les résidents doivent pouvoir accéder aux ressources dont ils ont besoin sans ajouter davantage de pression sur les infrastructures sociales déjà surchargées de l'arrondissement. Enfin, les pratiques de développement durable sont importantes. Le site étant entouré d'autoroutes et de voies artérielles, il en résulte un volume élevé de circulation automobile qui entraîne une pollution sonore et atmosphérique, en plus de créer des îlots de chaleur. Ces facteurs peuvent entraîner de graves risques pour la santé, notamment pour les populations vulnérables. Le site de l'hippodrome fait également partie d'une zone écologiquement importante liée à l'ancien bassin Saint-Pierre. Par conséquent, des appels ont été lancés pour intégrer l'hippodrome dans des corridors écologiques et de biodiversité plus larges. S'appuyant sur les résultats de la consultation menée par l'OCPM, la Ville de Montréal prévoit actuellement créer un écoquartier à usage mixte, limitant l'utilisation de la voiture et mettant aussi l'accès sur de grands parcs publics, une plus grande connectivité et une riche diversité de flore et de faune. Bien que notre équipe appuie ces principes, nous pensons que l'accord entre la Ville de Montréal et la province de vendre le terrain comme source de revenus est une occasion manquée de s'appuyer sur la forte tradition de la province de Québec pour construire des communautés à usage mixte offrant diverses options de logement. Nous vous proposons donc cette proposition de contre-planification que Maëlle va vous démontrer à l'instant. Merci, Sophie. Donc, au niveau de la vision et des principes qui ont guidé le projet Habitat Hippodrome, donc, compte tenu des besoins de la communauté pour un tel projet, la conception de la gouvernance et l'exploitation d'Habitat Hippodrome visent à bâtir une communauté pour tous. L'abordabilité et l'inclusivité sont des principes au cœur du projet, tout comme l'accessibilité, la flexibilité et la prise de décision démocratique. Nous cherchons également à créer un site socialement et écologiquement responsable, en ligne avec les objectifs de développement durable de la Ville et offrir un modèle potentiel pour d'autres projets à travers le Canada et le Québec. Un plan de conception complet a donc été réfléchi pour répondre à ces principes. Premièrement, compte tenu de l'enclavement du site, il était primordial d'améliorer sa connectivité. Pour y parvenir, il faut des options de transport non motorisées.
Certaines de ces interventions comprennent le prolongement de pistes cyclables existantes, l'amélioration du service d'autobus vers les quartiers d'emploi adjacents et les liaisons piétonnes avec la ligne orange. Nous encourageons également la Ville à développer une option de service de transport en commun rapide par autobus le long du prochain prolongement Jean Talon-Cavendish, ainsi qu'à explorer des options avec le service d'Exo et la viabilité d'une nouvelle station au sud du site. Cet espace offre l'avantage d'avoir un très grand nombre de connexions externes qui permettent la liberté de vivre sans voiture. Le seul stationnement en bordure des rues à l'intérieur du site est destiné au covoiturage, alors que la majorité des places de stationnement souterrain se trouvent au nord du site où la densité et la circulation sont plus élevées. Nous économisons donc de l'argent et de l'espace en favorisant un nombre de stationnements inférieur à ce qui est permis par la réglementation, mais nous visons à fournir 3 fois plus de stationnements pour vélos que requis. Cela serait complété par un vaste réseau de voies de transport actifs, sûrs et efficaces, qui dans la plupart des cas auront priorité sur les véhicules motorisés. Pour montrer comment cela fonctionne, tout en offrant une accessibilité pour les résidents, jetons maintenant un coup d'œil à la typologie des rues. Il y a d'abord une rue complète. Complète dans ce cas signifie qu'elle accorde un poids égal à tous les modes de transport, permettant aux résidents de prendre un bus, covoiturer ou recevoir une livraison. Elle est ouverte à tous les modes de circulation, mais l'alignement en zigzag est là volontairement pour décourager le trafic de transit tout en maximisant l'accès. Là où il y a des lacunes d'accès, la forme urbaine sera adaptée pour inclure des rues et des allées d'accès partagées. Les rues partagées, représentées en brun, auront des limites de vitesse réduites et des caractéristiques de conception qui démontrent qu'elles sont autant pour les piétons que pour la circulation. Pour ceux d'entre vous qui connaissent le concept d'un bourg-nef, c'est l'idée. Les allées d'accès vont donc encore plus loin, car bien qu'elles permettent l'accès des véhicules de transport de marchandises et d'urgence, elles comporteront des éléments de verdure et d'équipements destinés en priorité aux piétons. Ce sera la typologie de rue la plus courante sur le site et à ce titre sera le principal moyen d'accès aux divers bâtiments. Ensuite, au niveau des aménagements urbains, les bâtiments ont été réfléchis en prenant en considération l'échelle humaine. Une liste de 18 directives de conception de bâtiments avec des objectifs associés est disponible dans le rapport. En bref, elle vise à assurer une architecture harmonieuse, le confort humain et la flexibilité d'utilisation. Un style architectural qui rend hommage à la ville tout en prenant l'innovation et la créativité sera encouragé et facilité en offrant une forme urbaine variée qui varie en densité. Les variations d'immeubles iront de triplex de faible hauteur qui s'intègrent parfaitement à Amstead au sud jusqu'à des appartements de hauteur comparables à d'autres quartiers de Montréal au nord. Entre les deux se trouveront des appartements de hauteur moyenne de 6 à 9 étages qui correspondent à la hauteur des infrastructures communautaires centrales et serviront à encadrer le parc central de l'hippodrome. Dans leurs ensembles, ces bâtiments offrent 6 721 unités et sur la base de la demande communautaire, 25 % d'entre eux seront subventionnés par l'État, logements sociaux, 40 % seront inférieurs au prix du marché, logements abordables, et le reste sera réparti entre les logements locatifs au prix du marché et les coopératives à capitalisation individuelle limitée. La taille des unités seront réparties comme indiqué. La taille la plus courante étant les unités de 3 chambres, puisque le site vise à être accueillant pour les familles. Au rez-de-chaussée, les résidents auront accès à une diversité de services commerciaux tels que des marchés alimentaires et des magasins de vélos, par exemple. Des usages sociaux non commerciaux seront également présents en proportion de la forme bâtie, encouragés par des subventions au loyer au bénéfice des organismes communautaires. Des exemples de telle utilisation incluent les entreprises sociales, les programmes d'insertion socio-professionnelle et le soutien aux entrepreneurs locaux. Regardons maintenant les espaces publics sur le site. Au-delà des zones à usage mixte, des investissements dans les infrastructures sociales et la création d'espaces publics seront également réalisés. La majorité de ces espaces seront concentrés à l'est et au centre du site en respectant les corridors de circulation prévus ainsi que l'accessibilité. À partir de la périphérie, il y aura 2 écoles primaires et une école secondaire. On prévoit qu'environ 2000 enfants d'âge scolaire vivront dans l'habitat hippodrome, d'où la nécessité de construire plusieurs écoles. Il est également proposé que l'espace dédié à ces écoles soit accessible aux résidents hors des heures de cours. Des corridors de transport en commun actifs à proximité faciliteront les déplacements sécuritaires et sains pour les élèves.
Au cœur de la communauté se trouvent deux grands bâtiments d'infrastructures sociales destinés à se compléter dans la forme et la fonction. Le centre communautaire sera l'ancrage de la communauté, agissant comme un centre intellectuel. Il comprendra une bibliothèque ainsi qu'un espace de coworking. L'espace polyvalent à côté du parc sera complémentaire en agissant comme une ressource pour la communauté lorsque souhaité ou nécessaire, comme en période de climat extrême ou d'autres crises qui peuvent survenir. De plus, il sera disponible pour accueillir des événements en salle tout au long de l'année. Les événements extérieurs, quant à eux, seront rendus possibles par l'esplanade publique, un espace public à l'extérieur clé à l'est du site. L'emplacement de cet espace à un carrefour le rend également pratique pour des rassemblements et des événements spontanés. L'esplanade agira comme une entrée invitante dans le quartier. Passons maintenant à l'écologie qui s'intègre aussi aux espaces publics. Un autre grand espace public est le parc de l'Hippodrome. Situé au centre du site, cet espace vert se veut inclusif, actif et accessible aux résidents comme aux visiteurs. Composé de 3 sections, le parc répondra aux besoins variés d'une communauté diversifiée. Le sud comprendra des installations récréatives telles que des terrains de soccer, des patinoires. Le centre contiendra des sentiers boisés qui permettront la circulation vers les promenades et le centre communautaire à proximité. Tandis qu'au nord, des espaces de loisirs paisibles et des zones de jeux libres offrant des connexions décontractées et relaxantes avec la nature seront offertes. Accessibles aux piétons, aux cyclistes et aux skieurs en hiver, ces couloirs de végétation offrent à la fois abri et connectivité, équilibre idéal entre la nature et l'urbain. Ils offrent aussi également des opportunités pour l'agriculture urbaine. Au nord, il y a un couloir vert qui comprend des plantes pollinisatrices et des espaces de gestion des eaux pluviales afin d'offrir une connectivité à l'environnement urbain dense. À l'est, un autre couloir vert fonctionne à la fois comme une séparation et une connexion séparant l'école d'un stationnement tout en facilitant le lien de transport en commun actif proposé vers Hampstead à travers les voies ferrées. Enfin, parallèlement à ces pistes, la coulée verte au sud complète la ceinture de biodiversité périphérique en la soutenant par des prairies pollinisatrices et une végétation atténuant le bruit. S'étendant de 1 à 200 mètres de large, cette ceinture de biodiversité est une zone boisée dédiée à la préservation de la nature à la périphérie de notre site. La régénération naturelle sera réalisée par des moyens tels que des supports d'habitat artificiels, tandis que l'accès humain sera limité à un seul sentier pédestre en copeaux de bois. À la suite d'un nettoyage des espèces envahissantes, la partie sud de basse altitude sera soigneusement transformée en un écosystème de terre humide, hydrologiquement stable et morphologiquement complexe. Cela servira à réduire les effets des îlots de chaleur et, à l'échelle métropolitaine, complétera les corridors de biodiversité existants et proposés par les villes avoisinantes. La conception de ces espaces écologiques sert à créer une ceinture verte qui encercle l'intégralité de l'habitat hippodrome, offrant une tranquillité d'esprit et des espaces sains aux résidents de cette future communauté. Passons maintenant à la gouvernance et aux finances. Pour la gouvernance, l'un des principes clés de ce projet est la gestion démocratique et inclusive. Ainsi, nous proposons un modèle de Community Land Trust ou fiducie foncière en français pour le site de l'hippodrome. Une fiducie foncière est généralement un organisme à but non lucratif qui détient des terres au nom d'une communauté, comme les futurs résidents d'habitat hippodrome, et qui gère à long terme pour la communauté tous ses actifs physiques. À Montréal, par exemple, la Société de développement Angus est gérée sur un modèle similaire. L'habitat hippodrome aura un modèle de gouvernance complet à 2 niveaux, ici illustré en mauve, le niveau inférieur, et en rose, le niveau supérieur. Le niveau inférieur de gouvernance, ici en mauve, concerne le niveau le plus individuel des immeubles et des résidents, donc à plus petite échelle, c'est-à-dire les associations de logement, le bâtiment. Les résidents d'une coopérative ou d'un autre groupe de résidents éliront des membres pour former des communautés, des comités et un conseil d'administration. En plus de former les comités qu'ils jugent nécessaires, chaque association de logement nommera l'un de ses membres pour être un représentant à l'Assemblée générale de la fiducie foncière. Comme son nom l'indique, le palier supérieur prend des décisions sur la gestion de l'espace dans son ensemble avec une vision plus macro. La fiducie agit comme un organe législatif à l'échelle du site et propose des règlements, gère les mesures budgétaires et gère les espaces communs et d'autres. Le palier supérieur peut être vu comme un organe de gouvernance à plusieurs niveaux. Le premier bloc est formé de l'Assemblée générale,
qui est composé de représentants des différentes associations de logement. Puis, des comités sont formés par cette assemblée générale, dont celui de la vie communautaire qui agira comme épine dorsale pour les résidents avec comme mandat de faciliter la communication et l'intégration entre les résidents, le quartier, la fiducie elle-même et le grand public. Puis, le conseil d'administration et ses 15 membres, dont 10 sont élus par l'Assemblée générale des résidents, 3 sont issus des organisations communautaires du quartier et 2 sont nommés par la ville. Finalement, à droite complètement du graphique, il y a les employés spécialisés de la fiducie qui seront engagés par le directeur général, lui-même nommé par le conseil d'administration. Pendant la phase de développement, il y aura même un consortium composé de groupes de recherche de ressources techniques, GRT, et d'autres associations qui apporteront leur expertise technique et professionnelle. Maintenant, la mise en œuvre. Compte tenu de l'ampleur de ce plan, nous estimons que le développement prendra environ 20 ans. Les 2-3 premières années seront la phase de préconstruction et de planification. La mobilisation de la fiducie aura lieu et un premier conseil d'administration sera composé principalement d'élus municipaux et de représentants du milieu. Et eux-mêmes nommeront le ou la première directrice générale de l'organisation qui choisira ensuite des professionnels pour l'aménagement du site. Simultanément, les travaux de préparation du site débuteront. À partir de l'année 3, la construction des premières unités commencera et jusqu'à l'achèvement des travaux 20 ans plus tard. Conformément au plan de mise en œuvre, le réseau routier et d'autres infrastructures doivent également être aménagés en parallèle du développement de l'ensemble du site. Au fur et à mesure que les immeubles seront construits, la gouvernance démocratique avec les résidents sera en mesure de s'épanouir. D'ici la fin de l'année 20, il est prévu que toutes les constructions soient terminées et que le site soit pleinement opérationnel. À ce stade, l'Assemblée générale sera complète, la gouvernance pourra s'exercer selon le modèle décrit précédemment. Au niveau purement du financement, la réponse à la grande question « Combien coûtera tout ce projet pour construire toutes les unités ainsi que les espaces commerciaux au rez-de-chaussée et les installations de stationnement ?» Nous estimons un coût total de développement à 3,9 milliards de dollars sur 20 ans. Cela comprend les coûts de construction, les coûts de construction totaux, les coûts accessoires et un fonds de prévoyance. Plusieurs hypothèses ont été faites lors du calcul des coûts de prévoyance et d'exploitation. Premièrement, on suppose que les coûts de construction de l'entretien des espaces verts, des routes, des écoles et des points d'eau sera couvert par les budgets municipaux et n'est donc pas inclus dans la facture de 3,9 milliards. Ensuite, comme la plupart des subventions fédérales et provinciales exigent une contribution municipale, nous avons supposé que le terrain sera donné par la Ville de Montréal, éliminant ainsi tous les coûts d'achat du terrain. Finalement, pour un développement de cette ampleur, les taxes foncières annuelles seraient incroyablement élevées et pourraient faire la différence entre le succès ou l'échec de l'exploitation d'un tel projet. Ainsi, nous avons supposé que l'hippodrome Habitat serait exonéré de taxes foncières. Quelques exemples existent, dont la loi sur l'évaluation foncière de l'Ontario, les exonérations fiscales dans la ville de Regina. Passons maintenant aux revenus et aux dépenses de l'exploitation d'un tel projet. En plus d'estimer les coûts totaux de développement de ce projet, nous avons également effectué une analyse des revenus et des dépenses d'exploitation sur 35 ans. Au fur et à mesure que les résidents s'installeront sur le site, la fiducie générera davantage de revenus grâce à la vente d'unités et des coops à capitalisation limitée et aux revenus de location des espaces résidentiels, commerciaux et de stationnement. Cependant, les dépenses augmenteront aussi avec les nouveaux prêts de développement et les salaires des différents employés. Ici, nous avons un graphique qui compare les revenus et les dépenses annuelles au cours de la 15e année. On estime que les dépenses dépasseront les revenus annuels car le remboursement de la majorité des prêts sera en cours. Cependant, à partir de l'année 25, la fiducie aura plus de revenus que de dépenses, ce qui pourra servir à compenser une partie de la dette des années précédentes. D'ici l'année 30, nous supposons que tous les prêts seront remboursés avec intérêt, réduisant ainsi considérablement les dépenses annuelles. Les bénéfices d'exploitation d'habitat hippodrome pourront être redirigés vers d'autres projets de logements sociaux et abordables de la Ville, à la discrétion de l'Assemblée du conseil d'administration de la fiducie. Nous avons ici identifié différentes sources de financement pour financer le projet, la construction et le développement de ce projet ambitieux. Bien que les chiffres cités puissent sembler élevés,
Nous devons garder à l'esprit que le financement est pour un total de 69 bâtiments construits sur 20 ans, soit en moyenne 3,5 bâtiments par année. Premièrement, la vente d'unités. La vente d'unités tôt dans la phase de développement contribuera non seulement à augmenter les coûts de construction à couvrir les coûts de construction des quelques 1300 unités des coopératives à capitalisation limitée, mais apportera également des fonds supplémentaires dans les coffres de la fiducie. Ensuite, environ 20 du financement de ce projet proviendrait de la SCHL par le biais de 4 programmes différents. Puis, au niveau provincial, les coûts de développement peuvent être financés par le nouveau programme FAC et les revenus de fonctionnement par le programme de PSL qui subventionne les locataires à faible revenu. Une des considérations importantes à garder en tête avec ces programmes est qu'il y a une limite possible de financement et que de nombreuses conditions s'appliquent. Finalement, la plupart des programmes de financement fédéraux et provinciaux exigent une contribution municipale qui, dans ce cas, pourrait être un don de terrain. Même avec toutes les sources de financement énumérées, nous avons encore un gros déficit financier à combler pour réaliser pleinement ce projet. Ainsi, nous avons exploré diverses sources de financement privés, telles que des organismes communautaires, des initiatives dirigées par des syndicats d'étudiants, comme le programme utile de l'UQAM, et un nouveau fonds à faible taux d'intérêt et à fort impact social. La fiducie de placement immobilier cible des institutions comme la Caisse de retraite du Canada et d'autres qui investissent dans la communauté sans revendiquer la propriété d'unités ou d'immeubles individuels. Nous avons également identifié un financement sous forme d'obligations communautaires garanties par le gouvernement du Canada. Pour une ventilation complète des chiffres, veuillez vous référer à notre rapport disponible sur notre site Web. Bien que nous ayons identifié de nombreuses sources de financement, il est important de noter que les politiques fédérales et provinciales actuelles en matière de logement abordable ne suffisent pas à répondre à l'essentiel des besoins en logements sociaux et abordables, ni à Montréal, ni au Québec, ni ailleurs au Canada. Il est donc nécessaire que tous les paliers du gouvernement en fassent davantage pour assurer le droit de logement à tous. Pour conclure, je repasserai la parole à ma collègue Sophie. Merci, Maëlle. Donc, en fait, tout projet de cette taille et de cette ambition s'accompagne de défis considérables sur de nombreux fronts. L'une des choses que nous avons appris en tant que groupe collectif d'étudiants souhaitant apporter un changement positif, c'est qu'il peut parfois y avoir des raisons pratiques, méthodologiques ou mathématiques pour lesquelles les projets de logement démarchandisés tels que celui-ci sont l'exception et non la règle. Il est certain que l'exploration approfondie d'un tel projet est une tâche que ni la Ville ni les consultants privés n'ont les ressources nécessaires pour entreprendre. Cependant, ce n'est pas parce qu'une chose est difficile qu'elle est mauvaise ou qu'elle ne vaut pas la peine d'être faite. Comme nous l'avons vu, les besoins de projets de logements sociaux sont un impératif croissant à Montréal, au Québec et au Canada, mais aussi ailleurs. Les tendances qui exacerbent ce besoin, bien qu'impossibles à prévoir, ne montrent aucun signe de ralentissement. Dans cette logique, se familiariser avec des projets créatifs de logement démarchandisé ne peut qu'aider les planificateurs, les promoteurs, la Ville et même les citoyens à mieux bâtir la Ville de demain. Nous reconnaissons qu'en tant qu'étudiants, nous sommes dans une position unique pour poursuivre des idées et des idéaux dans des proportions inconfortables. Pourtant, nous espérons avoir réussi aujourd'hui à offrir une contre-proposition intéressante à celle de la Ville qui, même si elle est bien conçue, n'a pas eu accès à la créativité et à la curiosité qu'un atelier d'urbanisme composé de 40 étudiants peut offrir. Nous espérons avoir accompli cela et l'avoir fait d'une manière qui rende justice à la fois aux besoins de la réalisation, mais aussi aux besoins des futurs résidents qui feront de l'hippodrome leur future maison. Merci beaucoup.